vision de la citoyenneté. Une citoyenneté qui n'est pas qu'une citoyenneté de droit. On attend effectivement de bénéficier d'un certain nombre de services de la part de l'État, mais c'est une citoyenneté aussi active et solidaire. Une citoyenneté, je dirais, de devoir et d'action de chacun. Et vous êtes tous la jeunesse de ce pays, quelque part, et aussi l'illustration de cet engagement citoyen au service des autres. Et je voudrais vraiment vous saluer tous et vous remercier pour cet engagement que vous avez aujourd'hui dans ce contexte. C'est pour ça que l'Union européenne, d'ailleurs, avec nos collègues des Nations Unies, nous avons un engagement particulier, je dirais, en faveur du volontariat à travers le monde. Nous l'avons à travers le monde, nous l'avons aussi clairement ici en Haïti, avec un appui spécifique au volontariat à travers ce programme que nous avons mené avec le PNUD de gestion des risques et des désastres. Il y a 4 éléments peut-être que je voudrais juste souligner à votre attention, qui sont les résultats, je dirais, de ce programme. D'abord la formation des 2000 brigadiers, notamment mais pas seulement, au premier secours. Je pense que c'est un élément tout à fait important pour être efficace lorsqu'il faudra l'être. C'est aussi la capacité de livrer un certain nombre d'équipements pratiques. Il y a déjà un certain nombre qui ont été faits aux brigadiers, donc un certain nombre de bottes, de tenues vestimentaires, de casques et autres matériels qui ont été livrés l'année dernière. Cette année, on va avoir une autre liste dont on parlera tout à l'heure quand on fera la remise de ces différents matériels. Il y a également un comité pédagogique qui a été mis en place pour justement réfléchir sur l'avenir, réfléchir aussi sur les formations additionnelles qu'il va falloir offrir aux volontaires dans ce contexte-là. Et puis il y a bien sûr aussi l'intervention immédiate, donc c'est la coordination lorsqu'il y a des risques et des désastres à traiter, la coordination à travers les outils qui sont en place, le GOUN, les COUD au niveau des départements et les COUC au niveau communal. Donc tout ça se met en place, tout cela fonctionne, c'est une très bonne chose. Donc je crois qu'on peut aujourd'hui être fiers, et vous pouvez être fiers, je crois quelque part, du bilan qui a été accompli, on va dire bon bagaille dans ce contexte-là. Et quand je dis bon bagaille, en même temps je regarde l'avenir. Quand je regarde l'avenir, il y a un certain nombre de réflexions, je crois, qu'il nous faut aussi mener, parce qu'il nous faut nous préparer à cet avenir qui n'est pas toujours, comme vous savez, aussi rose quand on regarde effectivement les expériences qu'on a vécues, en particulier ici en Haïti. Alors là, il y a 3 choses peut-être que je voudrais souligner. La première, le président de la Croix-Rouge a déjà fait référence très explicitement tout à l'heure, c'est en effet le vote de la loi sur le volontariat. Je crois que nous avons impérativement besoin de ce cadre légal. Alors il y a des bonnes nouvelles. Je posais la question à M. Schwander tout à l'heure, qui me disait sur ce thème, une réflexion est engagée effectivement au niveau de l'exécutif sur cette matière. Il y a la volonté d'avoir un cadre de volontariat très large, qui ne concerne pas seulement la protection civile. C'est très bien. Mais il y a toujours un mais dans ce genre d'affaires. Le mais, c'est que la saison cyclonique, elle va arriver. Elle se termine, mais la prochaine, elle arrivera en juin. Donc cette réflexion, cet engagement du Parlement, ce vote au Parlement, il doit tenir compte de l'échéancier des risques et des désastres. On ne peut pas attendre. Je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, on en a déjà parlé il y a 1 an de ce cadre légal du volontariat. Ce cadre doit impérativement être en place. Donc c'est un appel ici, je dirais à l'exécutif et aux législateurs également, de se mobiliser pleinement pour faire en sorte que ce volontariat, si on ne peut pas le faire de manière globale, faisons-le au moins pour la partie protection civile, ça me paraît tout à fait essentiel et important. Le deuxième message dans ce contexte-là sur l'avenir, c'est qu'il faut aussi mettre en place un système optimal pour continuer à mobiliser les jeunes, mobiliser les jeunes qui vont vouloir s'engager, être recrutés et les former comme volontaires qui pourront effectivement rendre ces services. Et ça, il faut réfléchir aussi aux instruments de motivation que l'on peut mettre en place dans ce contexte-là. Ça me paraît important. Je sais qu'il y a plusieurs idées qui ont été évoquées dans le passé. Il faut leur donner également du contenu et concrétiser aujourd'hui pour que vous restiez engagés, vous qui êtes les volontaires aujourd'hui, pour pérenniser votre engagement dans le système et puis pour faire venir d'autres jeunes qui voudront également s'engager dans ce processus.
Le troisième, c'est, je parlais de matériel tout à l'heure, votre livraison de matériel qu'on va faire, c'est mettre en place aussi un système de gestion effectif de ce matériel. Il faut que ce matériel vive. Il faut que quand le matériel est dans les containers, qu'on ouvre les containers, qu'on les aère de temps en temps, qu'on fasse l'inventaire, que quelqu'un gère l'ensemble du système de matériel qui est mis à disposition. Donc là, il y a un besoin de clarification également des responsabilités des différents acteurs. Je sais que M. Chambert a déjà beaucoup œuvré dans ce thème, on le remercie clairement pour avoir au niveau des mairies, au niveau également des chefs brigadiers, effectivement un système de fonctionnement, de gestion de ces différents matériels. Et je suis très heureux parce que tout à l'heure on va livrer d'autres matériels et merci donc d'assurer la bonne gestion de l'ensemble de ce matériel futur. Alors voilà, ça c'est les quelques messages que je voulais livrer sur ce thème. Vous remerciez tous évidemment pour votre engagement individuel dans cette dynamique collective qui a été mise en place. Saluer tous les partenaires qui sont là, je ne vais pas les reciter parce qu'ils sont déjà intervenus tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a une vraie osmose, je crois, entre nous et on arrive effectivement à travailler de manière intégrée, efficace sur le terrain. Cela étant, c'est une nécessité parce que nous savons qu'Haïti est un des pays les plus vulnérables au monde. C'est le troisième pays le plus vulnérable en termes de changement climatique et d'aléas naturels. Donc ça dit tout. Troisième, oui, para, si je peux dire, ça veut dire qu'il y aura d'autres catastrophes, il y aura d'autres risques. On évoquait tout à l'heure le tremblement de terre. On a tous connu l'ouragan Matthew et on est intervenu dans ce contexte-là en octobre 2016. Heureusement, Haïti a échappé en grande partie à Irma et à Maria récemment, mais c'est pas passé très loin, si je puis dire, de ce point de vue-là. Et il y aura d'autres épisodes cycloniques qui viendront. Donc il faut là, je crois, avoir une mobilisation pleine et entière. Je voudrais dire simplement à ce propos que nous n'allons pas nous arrêter là. Ce n'est pas parce que le projet se termine aujourd'hui ou dans les jours à venir, avec le US matériel, que nous allons nous arrêter. Je voudrais faire une annonce aussi de dire que nous allons, en tant qu'Union européenne, rester engagés pleinement sur cette thématique de la résilience, comme on dit, pour prendre un grand mot qu'on utilise dans ce contexte-là. Donc nous allons rester engagés pleinement avec l'État haïtien. Quand je dis avec l'État haïtien, nous allons le faire à travers une procédure un peu particulière, qui est celle de l'appui budgétaire. Vous savez que l'Union européenne donne de l'appui budgétaire à l'État haïtien. Nous sommes en train de finaliser la négociation d'un nouvel appui budgétaire de quelques 120 millions d'euros. Quand j'aime bien convertir toujours en gourdes, parce que ça fait un petit peu plus d'argent, ça fait 4 milliards de gourdes. Donc c'est effectivement un budget assez substantiel. L'idée qui est derrière ça, c'est de faire de la résilience une priorité transversale à travers l'ensemble des politiques effectivement publiques menées au niveau de l'État haïtien, avec cependant quelques actions particulières qui concernent plus spécialement la direction de la protection civile. C'est d'appuyer effectivement avec des indicateurs, donc il y a un lien avec les résultats qui sont obtenus, avec des indicateurs par pertinence, c'est de permettre effectivement à la direction de la protection civile d'avoir elle aussi son cadre légal. C'est absolument fondamental que ce cadre soit là, qu'il puisse pérenniser effectivement, pérenniser la structure, pérenniser aussi les budgets qui seront nécessaires à son fonctionnement. Donc, parmi les indicateurs, nous avons effectivement mis ça, nous avons aussi mis d'autres indicateurs comme d'avoir du matériel. On va continuer avec le matériel, 50 000 kits d'urgence qui devront être prépositionnés dans 5 départements. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles concrètes, sur lesquelles on va travailler également. Et aussi des choses pragmatiques comme de faire en sorte que les salaires des coordonnateurs techniques départementaux soient pris en charge par l'État haïtien. Nous donnons l'argent au budget de l'État haïtien, nous voulons bien sûr que les priorités budgétaires de l'État haïtien rencontrent cette problématique de la résilience que je viens d'évoquer à l'instant. Donc voilà, tout ça pour vous dire que l'Union européenne, ses États membres, est pleinement mobilisée dans cette dynamique. Nous allons continuer à travailler avec vous, nous allons aussi vouloir mieux partager l'expérience. Quand je dis ça, je pense à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin qui ont souffert cette année. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en termes de partage d'expérience, en termes de construction plus solide, etc. Donc il y a beaucoup de travail en commun qu'on peut réaliser. Et un autre domaine, je crois, qui est important aussi pour nous, c'est la mutualisation des moyens. On l'a vu au moment de Matthew, Haïti n'avait pas de bateau capable d'amener du matériel sur les plages. La route était tombée, on a redécouvert qu'Haïti était une île et qu'on pouvait arriver par la mer jusqu'aux abricots, aux Irois et ailleurs. Et donc là, il y a une capacité effectivement de mettre en commun les moyens que l'on a dans la Caraïbe entre les États membres de l'Union européenne, d'autres partenaires,
et bien sûr l'État haïtien dans ce contexte-là. Voilà, donc il reste beaucoup de choses à faire, beaucoup d'engagement. L'engagement important, c'est bien sûr le vôtre, tous les volontaires ici, de faire en sorte que nous travaillions ensemble pour ce combat sur la gestion des risques et des désastres. Un autre combat que je voudrais mentionner, qui pour nous est important également et qui est lié très directement, c'est celui du dérèglement climatique. Alors je sais qu'il y en a qui hésitent aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui ont des doutes, il y en a même qui deviennent climato-sceptiques. L'Union européenne, ce n'est pas le cas. On est clairement engagé dans la lutte contre le dérèglement climatique. C'est une de nos priorités clairement affichées au niveau mondial. Nous allons continuer ce combat. Nous allons continuer avec vous ici en Haïti, dans la Caraïbe plus généralement et dans le monde également. Merci de nous aider. À bientôt. Merci, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti. On ne cessera pas de le dire, les volontaires sont et demeurent la cheville de la protection civile. Si je voulais un peu caricaturer, je dirais même que c'est comme les colonnes qui tiennent la maison. Ils contribuent chaque jour et au fil de leurs interventions à l'accomplissement de ces trois principales fonctions de la protection civile, les fonctions sociales, opérationnelles et de coordination. Le 21h, la direction de la protection civile